Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'érection, baromètre de la santé des hommes. Et qu'est-ce que ça signifie ? Alors certes, le pénis n'est pas un baromètre qui permet de prendre la température. Néanmoins, si on exclut les quelques petites pannes d'érection qui arrivent dans la vie d'un homme, quand son érection n'est plus systématiquement au beau fixe, cela signifie souvent qu'il est temps de faire un vrai bilan de santé. Eh bien, c'est ce que va nous expliquer mon invité Eric Haller dans un instant. Et il va nous expliquer très clairement en quoi l'érection, ou plutôt la panne d'érection, est un critère à prendre très très au sérieux. Parce que contrairement aux femmes qui, dès leur plus jeune âge, vont aller voir un médecin, que ce soit pour des questions de contraception ou de maternité, l'homme va rarement voir son médecin. Il a tendance à avancer et à se sentir assez immortel. Raison de plus donc, si vous avez une sexualité moins brillante, de nous appeler là tout de suite pour faire le point. Alors bien sûr, je sais que les femmes sont très attentives à la santé de leur homme, donc elles peuvent elles aussi nous rejoindre. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Eric Haller. Bonjour Brigitte Lahaie. Alors vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, donc on sait qu'il y a des veines et des artères dans le pénis, et c'est grâce à ces systèmes veineux que l'érection se manifeste normalement. Et donc, si pas érection, ça pourrait vouloir dire qu'il y a un petit problème de santé. Alors expliquez-nous plus clairement. Alors, nous sommes, je pense, à la veille d'une révolution. Le mot est fort, mais il est choisi dans l'appréciation de la santé des hommes et dans la manière de la prendre en charge. Il y a longtemps que nous savons que l'absence de certaines érections, mais nous allons en parler là maintenant, est un indicateur de risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral. On le sait depuis un certain temps. Et alors pourquoi ? On va essayer d'être très clair dans l'introduction de l'émission, puis après évidemment on donnera la parole aux éditeurs. Et pourquoi c'est un signe précurseur de risque Alors, probablement parce que l'artère qui a les 2 artères qui conduisent le sang au pénis sont des artères très très fines et très longues. Donc dès qu'il y a un petit encrassement... Même sur un tout petit pénis ? Ça n'a rien à voir, Brigitte. Et même un tout petit léger encrassement suffit à faire que le sang n'arrive plus en quantité suffisante. Pour que l'érection se produise, il faut que le cerveau donne un ordre et que, en réponse à cet ordre, les artères qui apportent le sang se dilatent et que le sang rentre dans le pénis, et c'est l'accumulation du sang dans le pénis qui va créer l'érection. D'accord. Sa pureté et son maintien. Bon. Quand le robinet reste fermé parce qu'il y a un encrassement même léger des artères, eh bien l'érection ne se produit plus. Bon. Et c'est parce que c'est donc la plus petite artère qu'on peut tout de suite avoir une sorte de blocage, enfin qui fait que le sang ne circule plus. C'est la plus petite artère, en tout cas, connectée à un organe dont on peut voir s'il reçoit bien du sang ou pas. D'accord, oui. D'accord. Et donc, effectivement, normalement, le matin, un homme a des érections. Ça n'a rien à voir avec le désir, ni avec les stimulations sexuelles. C'est un phénomène purement réflexe, comme le fait d'éternuer, de bâiller. Et pour que ça se produise, il faut que les artères soient libres. Et pour ça, il ne faut pas qu'elles soient encrassées. Si elles le sont, il n'y a pas d'érection. Si elles le sont au niveau du pénis, peut-être qu'elles le sont au niveau des coronaires, et ça fait un infarctus du myocarde. Qu'elles le sont au niveau des artères qui apportent le sang au cerveau. Et ça peut faire un accident vasculaire cérébral, une hémiplégie. D'accord. Donc ça, c'est quand même un signe très important. Vous avez moins d'érection matinale. Attention, ça vaut le coup d'aller faire un bilan de santé. C'est ça que vous êtes en train de dire. Complètement. Clairement. Et il faut que les hommes et les femmes d'ailleurs le sachent, parce que c'est vraiment le moyen d'éviter d'avoir un infarctus, d'éviter d'avoir une hémiplégie. Alors attention, on peut, si on attrape la grippe ou le Covid, on n'a pas d'érection le matin pendant 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est autre chose. Il faut que ça dure. Il faut 3 mois. On va reprendre
les 3 mois pour que les idées soient bien claires. Oui, c'est ça. Sinon, vous allez avoir une avalanche de rendez-vous chez les cardiologues. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc, on va dire la chose suivante. Un matin sans érection, c'est pas rien du tout. Aucune importance. 3 mois sans érection le matin, il faut prendre son numéro de téléphone et prendre rendez-vous. Auprès donc d'un cardiologue son de médecin préférence, traitant, médecin traitant, et puis son cardiologue. Alors là, vous allez rencontrer un médecin très pointu, très valable, qui peut-être va vous dire « Ah oui, mais c'est rien ». Pourquoi ? Parce que ce message n'est pas encore assez passé auprès des médecins. Hein, c'est comme ça, c'est pour ça que je parle de révolution, parce que la révolution, c'est quoi ? C'est que les gens, nos auditeurs, vos auditeurs le sachent, et que les médecins qui savent déjà ça, disent « Ok, il faut que nous nous saisissions de cette question pour améliorer la santé de nos patients ». Alors, attention aussi, on ne va pas affoler tous ceux qui nous écoutent. C'est pas forcément non plus signe qu'il y a un vrai problème, éventuellement futur cardiaque ou d'AVC. Mais ça, de toute façon, c'est pas normal qu'il n'y ait plus d'érection matinale, quel que soit l'âge. Alors. Oui, alors attention, parce que quand on est jeune, on peut aussi avoir une absence d'érection le matin depuis plus ou moins longtemps pour des fuites veineuses, une autre maladie. Le sang arrive bien par les artères, d'accord, mais il repart trop tôt. Et ça, quand c'est une maladie des veines, il n'y a pas de risque. C'est très embêtant pour sa vie, mais il n'y a aucun risque d'avoir particulièrement un infarctus. Oui, d'accord. Donc ça, c'est aussi une autre information. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent provoquer des pannes d'érection, comme le diabète, par exemple ? Oui. Et alors là, est-ce qu'il y a un risque cardiaque ? Bien sûr. Alors, si on est diabétique, on sait que de toute façon, il faut se faire suivre par ses médecins. Donc je dirais que l'érection le matin, sa disparition chez une personne, chez un homme qui a un diabète, ça reste quand même un événement important à prendre en considération. Hein. Donc le diabète, dans ce cas, a pu commencer à boucher les artères qui vont au pénis, donc peut-être au cœur, etc. Donc oui, même quand on est diabétique. Mais en règle générale, Eric Haller, on conseille de toute façon aux hommes, à partir de la cinquantaine déjà, d'aller faire un bilan prostatique, etc. Donc je suppose que les andrologues, les urologues sont assez au courant de tout ça ou pas ? Oui, ils le sont. Et vous avez, dans votre introduction, souligné la différence qui existe entre les hommes et les femmes. Enfin, l'une des différences, c'est que les hommes sont très négligents par rapport aux femmes vis-à-vis de leur santé. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas ces obligations qu'ont les femmes avec leur vie intime dès l'adolescence. Donc ça crée une population complètement insouciante de ces problèmes de santé. Ça c'est vrai. Donc oui, à 50 ans, il faut. Alors, le problème des érections, j'ai bien dit une révolution à venir, parce que je suis pas sûr que si vous en parlez à votre urologue, tous les urologues disent mais il faut que vous alliez, si vous n'avez plus d'érection depuis 3 mois, il faut que vous alliez voir votre cardiologue. De plus en plus. Je vois ça sur les réseaux sociaux, dans la presse, en discutant avec mes copains et amis urologues. Je vois bien que cette information les préoccupe de plus en plus. Enfin, c'est quand même étonnant, Eric Haller, parce que moi qui m'intéresse à la sexologie depuis, on va dire 30 ans, moi je suis au courant de ça depuis au moins une vingtaine d'années. Donc c'est quand même étonnant que le message soit pas encore passé auprès du grand public, auprès des médecins. Enfin, c'est quoi ? C'est toujours ce tabou sur la question de la sexualité et donc de l'érection ? Vous qui observez depuis longtemps la société sur cette question-là, vous savez mieux que tout le monde combien effectivement il y a des difficultés à aborder des questions, à faire passer des messages dans ce domaine. Oui, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai commencé il y a 7 ans à m'occuper des troubles de l'érection, quand j'avais un patient devant moi, j'avais du mal à lui demander comment étaient ses érections le matin, si quand il se masturbait, il avait des érections fortes ou pas. Je rougissais. Et puis après, l'habitude venant, et surtout la certitude qu'il fait partie de mon métier de chirurgien, de médecin, de poser cette question, la gêne a disparu. Elle a d'autant plus facilement disparu que je me suis aperçu que mes interlocuteurs, mes patients, avaient besoin qu'on leur parle de ça. Mais vous voyez, il y a cette
une sorte de plafond de verre, là aussi, à franchir. Il faut une volonté pour le faire. C'est pour ça que je pense que c'est une œuvre collective que de bien comprendre et de diffuser cette information à tout le monde. On sait que quand on tombe, eh bien, il faut désinfecter la plaie, sinon ça peut être embêtant, qu'il faut se brosser les dents tous les matins, etc. Il y a des messages de santé publique qui sont passés que fumer, c'est pas bon. Il y a quand même une diminution du tabagisme. Donc on y arrive. C'est pas bon pour l'érection, d'ailleurs. En plus, c'est très mauvais pour l'érection. C'est vrai, fumer, c'est pas bon. Non, mais c'est vrai que la question de l'érection reste quand même un sujet assez tabou. Oui. Je pense que les hommes entre eux vont peut-être pas tellement en parler est-ce que tu as encore des érections? Ça paraît être un sujet un peu... Alors, les hommes parlent de leurs érections quand elles sont très bonnes. Généralement, oui. Peut-être même ils disent qu'elles sont très bonnes quand, etc. Mais en tout cas, il y a une chose que les hommes ne font pas, c'est parler de leurs problèmes de santé en général entre eux d'ailleurs, mais spécialement cet aspect-là. Cela étant dit, alors, la sexualité est très taboue, mais la santé est encore aussi un sujet assez tabou. On voit par exemple par rapport au cancer, on commence aujourd'hui à oser dire qu'on a un cancer, mais il y a 20 ans, ça restait un sujet tabou aussi. Finalement, on parle assez peu de soi. Et c'est bien dommage. On parle peu de soi, mais il y a une grande évolution de la société. Il y a 30 ans, quand j'étais interne, examiner les seins d'une femme, ça se faisait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de réticence. C'est ce que j'allais dire. Il y a une espèce de puritanisme qui naît et qui est extrêmement dangereux. L'Académie de chirurgie, dont j'ai la chance de faire partie, est très active sur ce point, vous savez, sur le consentement à l'examen clinique. Bon, on peut faire signer des papiers, mais enfin, quand on va voir un médecin, si on n'accepte pas l'examen clinique, on perd énormément de chances d'être bien soigné. Il faut dire ça. Hein. Si on ne dit pas ça aux gens, ils se mettent en danger. Donc, oui, l'examen clinique est de plus en plus difficile parce que nous avons aussi déplacé nos craintes, pas forcément nos pudeurs, mais nos craintes, vis-à-vis tout ce que l'on sait à propos de la notion d'abus, etc., etc. Donc, je ne porte pas de jugement sur cette manière de voir les choses. Simplement, en tant que médecin et chirurgien, j'attire l'attention de vos auditeurs, puisque vous me le permettez. Attention, si on ne permet plus l'examen clinique, y compris des parties intimes, eh bien, on s'expose à des problèmes de santé qui ne seront pas détectés. Donc effectivement, il y a ce recul. Mais enfin, quand même, globalement... On avance. Et on recule un peu. Bon. Eh bien, on va essayer en tout cas de vous donner la parole, de vous rassurer ou de vous dire ce qu'il en est. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes toute l'équipe, mon compagnon. Chaque fois que je suis dans la voiture, je mets le contact Sud Radio. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, et vous poussez un signal fort, l'érection, baromètre de la santé des hommes. Et durant toutes ces 2 heures, on va essayer de bien comprendre si les hommes sont assez aptes à prendre soin de leur santé. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Brigitte, et bonjour Monsieur Haller. Bonjour Lionel. Alors, je crois que vous avez conscience, vous avez peut-être déjà entendu ce message d'ailleurs dans cette émission, parce que ça c'est quand même un message que je donne depuis pas mal d'années. C'est ça. Enfin, de toute façon, maintenant, moi j'ai fait un petit... J'ai un écho dans le téléphone. J'ai fait une péricardite en fait quand j'avais 30 ans, suite à un stress intense. Voilà, pour le business. Enfin bon, bref, ça m'avait déclenché une péricardite. De ce jour-là, j'ai quand même compris que le corps est quand même suffisamment malin pour vous envoyer beaucoup de signaux avant de vous envoyer au tapis. Il vous envoie quand même pas mal de signaux. Donc depuis ce jour-là, je fais hyper attention. Et au sujet de l'érection, alors moi je veux pas du tout remettre en cause ni que ça modifie ce que Monsieur Haller a dit, mais c'est vrai que j'ai remarqué que le stress, les angoisses, quand vous avez beaucoup de soucis, peuvent avoir aussi un impact majeur sur votre libido.
et sur l'érection en fait. Alors le matin, c'est vrai que c'est pas hyper parlant, bien qu'elle soit pas aussi dure que d'habitude, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que dans les phases de stress de stress perso ou taf, on a tendance à avoir une libido bien moins développée et une érection un peu moins grossie. On sait que le stress bloque l'érection, hein, de toute façon. Tout à moi, fait. je trouve que c'est un super baromètre, en fait. Ouais. Voilà. C'est que le truc, c'est que quand vous allez pas bien, l'érection, c'est le premier truc à en pâtir. Oui, vous avez tout à fait. Oui, je vous écoute. C'est une sorte de drapeau, hein, qui se lève pas, et qu'il faut donc tenir. Qui se lève pas quand ça va pas. Quand on est très fatigué aussi, j'imagine, non, Eric Bien Haller? sûr, oui. J'ai cité la grippe oui. comme un exemple, mais à généraliser, bien sûr, et les périodes de stress prolongées en font partie. Après, c'est un peu plus compliqué. Comme souvent en médecine, il est bien d'avoir des messages un peu globaux pour qu'ils restent simples et faciles à interpréter. Dans le détail, c'est évidemment un peu plus fin que ça. Mais d'où l'idée de consulter quand ça va pas. Après, charge au médecin de faire le tri entre ce qui peut être une période de stress très très prolongée et très intense, par exemple. Mais vous avez tout à fait raison, et c'est intéressant finalement. Mais alors le danger de ce système, Eric Haller, Lionel, c'est que finalement, si on observe trop son érection, on stresse et du coup, il y en a plus. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut pas être trop bileux non plus. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'écouter. Je pense que le corps vous prévient, comme j'ai expliqué, et il vous envoie beaucoup de signaux. Il faut pas non plus rentrer dans une hypocondrie où en fait le moindre petit truc de travers va vous inquiéter, va vous surinquiéter, et qui va générer un stress supplémentaire et donc accentuer peut-être une pathologie, quoi. Il faut faire un peu la part des choses. Bien sûr. C'est difficile, ça, hein. C'est pas facile. Mais c'est certainement un objectif. C'est difficile parce que l'hypocondrie ne se contrôle pas. Alors dans les formes pathologiques, psychiatriques qui existent, ça ne se contrôle absolument pas. Nos angoisses, nous en sommes un petit peu plus davantage maîtres, mais enfin... Mais vous avez raison, ça fait partie du contrôle de soi, finalement. Nous sommes sur une sorte de projet j'allais dire, de contrôle global de sa santé. Le mot contrôle n'est pas très plaisant, mais de surveillance, non, c'est pareil. de vie. Oui, bon, écoutez, nos auditeurs choisiront le bon mot d'attention portée à notre santé, et que ça revient à dire finalement, et depuis le début de l'émission, c'est ça, nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive en termes de santé, et que l'érection dont nous parlons le matin fait partie de ce qu'on peut observer pour, chez un homme, optimiser ce point. Oui, moi, si je peux apporter juste un autre petit truc. À un moment de ma vie, en fait, j'avais des érections assez faibles, c'était pas comme d'hab. Voilà. Ouais. Et en fait, chez un homme, vous perdez vite confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, alors là, par contre, on rentre dans l'attention. Voire dans l'obsession. À trop focaliser. Ouais. Voilà. Et du coup, plus vous focalisez, moins ça marche. Et Brigitte avait fait une émission à un moment donné sur tous les médicaments qui existent, un peu booster. Alors, en tous les cas, pour vous donner un coup de main, hein, on va le dire comme ça. Moi, je m'étais fait prescrire un peu de Cialis. Ce qui m'a redonné, parce qu'en fait j'avais de l'envie, mais ça montait pas des masses. Voilà. C'est donc du coup j'ai pris un peu de Cialis, mais j'ai dû en prendre 2, quoi, un truc comme ça. Ça m'a redonné en fait extrêmement confiance dans mon érection. C'est ça, oui. Voilà, et c'est reparti plein pot. Donc on a suffisamment maintenant de médecine, de chimie, et d'aide qu'on peut avoir auprès de gens, auprès de Brigitte, hein, tout simplement. Vous écoutez l'émission, ça aide beaucoup. Voilà. Pour passer ce genre de petites problématiques, faut pas s'enfermer en fait. Oui, voilà. oui.
Oui, bien sûr. S'il y a des petites pannes comme ça qui sont, ou en tout cas des baisses de forme qui sont tout à fait anodines, en effet, on peut se faire aider pendant quelques temps pour reprendre confiance. Et le mot est là, hein, Lionel. Vous avez raison. C'est un problème de confiance. Dès qu'on croit qu'on est en danger, qu'on va perdre son érection, bien à ce moment-là, on peut être sûr qu'on va la perdre. Merci beaucoup, Lionel. On continue dans un instant avec Émilie qui va nous rejoindre également. Et puis vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Parlons vrai ce matin avec Robert Ménard de la nomination de Gabriel Attal. Le problème de Gabriel Attal, ce que ça va être, c'est le parisianisme. C'est ça son problème. Son premier problème, c'est ça. Regardez qui est candidat de façon crédible à l'élection présidentielle chaque année. C'est des gens qui sont parisiens ou qui vivent à Paris. Et ce pays, c'est pas que ça. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Eric Allaire, professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, et nous parlons de l'érection, baromètre de la santé des hommes. Émilie est avec nous et vous avez envie de réagir justement. Émilie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Eric. Bonjour Émilie. Alors j'ai deux sujets à aborder au sujet de l'érection. Oui. Pour commencer, la perte d'érection, en fait, j'ai eu plusieurs partenaires qui perdaient leur érection avec moi. Et je me souviens particulièrement de deux qui m'ont dit que c'était la première fois qu'ils perdaient leur érection. Et voilà, ils étaient perturbés. Et je me demandais pour les deux si c'était pas lié à moi, au fait que je sois douillette et qu'ils ne souhaitent pas me faire mal et que par conséquent, inconsciemment, ça a arrêté leur érection. Alors, quand vous dites vous êtes douillette, ça veut dire que vous n'aimez pas un rapport trop fort ou des pénis trop imposants. Enfin, qu'est-ce que Alors en effet, les pénis trop imposants, je n'aime pas. Pour les deux partenaires dont je parle, c'était plutôt correct. Et ce qui me faisait mal, c'était la pénétration. Alors je parle de sodomie. Si elle est rapide, si elle est brusque, c'est douloureux. Donc il faut vraiment y aller tout doucement pour que ça rentre. Et d'accord. Et vous leur avez donné cette information? Je leur avais dit d'y aller doucement, oui. Oui, donc c'est possible, parce que là, du coup, ça donne un peu de stress, Eric Allaire, et l'homme, à ce moment-là, peut perdre son érection. Oui, contrairement à ce qu'on pense parfois, les hommes, en tout cas dans leur récit en consultation, sont très très attentifs à leur partenaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les talents que peut-être leur partenaire attend, ça c'est autre chose, mais il y a une véritable écoute de l'autre, et enfin pas toujours, mais souvent en tout cas, et du coup oui, les hommes sont très très perméables au retour que leurs partenaires leur envoient, hein. Et donc la peur d'une manière générale, le simple mot peur, eh bien c'est du stress, et le stress c'est pas très bon pour les érections, oui. Surtout s'ils vous ont dit que c'était la première fois que ça leur arrivait, a priori on va les croire. Hein. On peut les créditer, oui. Oui, je les crois, oui. Oui. Mais c'est toute la difficulté d'ailleurs en tant que femme, c'est qu'il faut à la fois donner des informations quand on a un nouvel amant, et en même temps il faut pas lui faire peur, faut pas le stresser, faut pas. C'est pas simple finalement, les hommes. On dit mais vous êtes fragile. Hein. Ben oui. C'est sûr. Je m'étais pas rendu compte que les hommes étaient aussi fragiles. Vous voyez ? Comme quoi, hein. Et si vous me permettez une question un peu personnelle, mais c'est très très intéressant. Comment avez-vous vécu cela ? Je dois dire que ça m'arrangeait parce que leur pénis c'est un tout petit peu plus gros que ce que je peux supporter pour ressentir du plaisir. Donc en fait, ça m'allait bien. Ok. D'accord. Bon, peut-être qu'inconsciemment, vous avez dit ce qu'il fallait pour que ça ne marche pas. On devrait arriver avec une fiche technique. Alors ça, c'est un grand débat
Alors, les avis sont très partagés. Il n'y a pas un consensus sur la question. Mais certains sexologues disent que de toute façon, une femme peut s'adapter à toutes les tailles. Moi, je ne crois pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Émilie, mais visiblement, vous avez l'air de mon avis. Parce qu'on dit que le vagin, il est totalement élastique. Mais je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin de petits, plus petits, d'autres plus gros. Et je ne pense pas que la taille n'ait pas d'importance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Émilie. Alors, pour le vagin, je ne peux pas m'exprimer parce que je fais du vaginisme. Mais pour la sodomie, donc... il me faut que des petits formats, on va dire. D'accord, oui. Non, mais là, je vous parlais pas de l'élasticité du vagin, Émilie. Je parlais de votre choix de taille. Et visiblement, vous préférez les petits. Mais est-ce qu'on pourrait poser la question à un homme qu'on rencontre, quel est le diamètre et la taille de ton pénis? On peut pas. Enfin, ça me paraît une question très embarrassante, non? C'est pas inscrit sur la carte d'identité. Ça m'est arrivé une fois, c'était pour un plan sexe, et donc on parlait par message, et je lui ai posé la question, et effectivement, ça l'a surpris. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même la première fois de ma vie que je posais cette question. Et sur les sites de rencontres, on n'a pas d'indice, hein? De temps en temps, il y a un homme qui va dire TBM, très bien monté, mais c'est pas, les hommes n'indiquent pas la taille de leur pénis, hein? Non? Enfin, je sais pas, moi je fréquente pas les sites de rencontres, Émilie, mais... Non, il ne l'indique pas, mais c'est vrai que ça pourrait faire gagner du temps s'il l'indiquait. Et surtout d'éviter d'en perdre, je trouve. Voilà aussi une question, tiens, qu'on peut aborder aujourd'hui, si vous voulez. Venez à notre secours. C'est vrai que c'est une question intéressante. Éric Allaire, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pensez qu'une femme peut s'adapter à toutes les tailles ou pas? Il n'y a aucune raison que ce soit le cas. On est d'accord. Vraiment. Il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Bon, en tout cas, le débat est lancé. Vous avez la possibilité de réagir au 0826 300 300. Je crois, Émilie, que vous aviez une deuxième question à poser à Éric Allaire. Oui, alors c'est actuellement, je fréquente une personne qui éjacule rapidement et c'est très frustrant pour moi parce que ça dure 5 minutes et après il s'endort, ou alors s'il s'endort pas, il a plus envie de sexe tout simplement, et c'est très frustrant pour moi. Vous avez des conseils? Vaste sujet, au moins, pratiquement aussi important que celui des troubles de l'érection, en fréquence et en répercussion. Vous avez très très bien décrit le problème que pose dans le couple l'éjaculation rapide. Rapide ressentie comme rapide, parce qu'il y a toujours une part de subjectivité. La définition de l'éjaculation précoce, c'est très compliqué, mais en pratique, c'est moins d'1 minute après la pénétration. Donc, vous voyez, c'est très très court, et il y a une véritable incompatibilité pour rejoindre le plaisir. Alors, quels sont les conseils? On peut donner des conseils à des hommes, des conseils à un couple, sont encore d'autres conseils, mais je crois que si l'on souhaite la pérennité des rapports avec ce problème, eh bien, il y a sûrement plusieurs approches. L'une, c'est de consulter quand même, parce qu'il y a des médicaments qui sont d'une efficacité qui n'est pas négligeable. Relative quand même. Oui, j'ai revu les chiffres récemment. C'est pas, alors on ne devient pas, c'est pas 30 minutes, mais en tout cas, c'est quand même de nature à améliorer la communication sensuelle au sein d'un couple, un petit peu quand même. Donc il y a cette approche. Ensuite, je pense que ça fait partie des échanges et de l'harmonie dans une relation sexuelle, et en tout cas dans un couple, qui est de tenir compte de ce paramètre, parce qu'au fond, on peut imaginer toutes sortes de manières d'avoir une sexualité à deux qui à nouveau tiennent compte de ce paramètre. La plus simple étant d'avoir une éjaculation et de reprendre après le rapport. Alors il y a une période qu'on appelle de latence pendant laquelle l'érection n'est plus possible. Il est vrai que la latence à 18 ans n'est pas la même qu'à 60, ça c'est tout à fait exact, mais à cette réserve près, il y a tout à fait la possibilité de recommencer une sexualité. Alors, ce qui est le point sûrement très très important pour la partenaire, c'est de
de dire ok, ça va être comme ça. Donc, soit on arrête parce que bon, c'est pas assez sans lendemain, parce qu'on voit pas comment surmonter ce problème. Soit, à nouveau, on cherche comment faire. C'est-à-dire que, évidemment, ça provoque énormément de frustration. Mais peut-être que c'est l'occasion de surmonter sa frustration, en tout cas d'être plus fort que sa frustration pour en faire quelque chose et se dire que vous savez, votre partenaire, je pense qu'il est aussi frustré que vous. Alors, c'est pas sûr, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un petit peu pris l'habitude de réagir comme ça. Okay. Ce qui me semble quand même intéressant, Émilie, dans ce que vous dites, c'est que visiblement, il tient 5 minutes. S'il tient 5 minutes, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas tenir 6, 7, 8, avec un peu d'exercice, un peu de... Donc moi, je pense qu'il faut que vous abordiez franchement le sujet avec lui. Et puis, vous pouvez, par exemple, lui conseiller d'aller sur le site éjaculation-précoce.net, qui est un site sur lequel on peut charger des applications pour faire des exercices pour tenir plus longtemps. Il faut un petit peu plus de maîtrise de sa part, et je rappelle toujours que l'on ne maîtrise pas son éjaculation, on maîtrise son excitation. Donc il faut arriver à ne pas faire monter trop haut l'excitation, parce que sinon évidemment l'éjaculation s'ensuit immédiatement. Donc il faut qu'il arrive à surfer, si je puis dire, sur cette vague d'excitation inférieure à 7 sur 10, pour arriver à tenir de temps en temps 30 secondes de plus, et puis dans 15 jours ce sera 1 minute de plus, et a priori il y a peut-être moyen quand même de s'améliorer, compte tenu si c'est vraiment le fait qu'il arrive à tenir 5 minutes. Alors justement, j'avais trouvé une petite astuce pour qu'il éjacule moins rapidement, c'est que je ne caresserai pas son sexe tant que je n'avais pas joué. Ah bah oui, c'est sûr que si vous augmentez son excitation, vous provoquez l'éjaculation. Donc il faut voir vous aussi comment vous pouvez, par votre attitude, faire baisser son excitation. Voilà, au travail. À méditer, absolument. Merci Émilie, en tout cas, merci beaucoup. On continue avec Hervé qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Eric Allaire. Première question Hervé, puisque Émilie en parlait. Bonjour Brigitte. Pardon, bonjour Hervé. Et bonjour Eric Allaire. Bonjour Hervé. Alors première question, c'est le sujet qu'on aborde demain. On va parler de la sodomie. Émilie vient d'en parler justement. Est-ce que vous êtes adepte ou pas ? Oui, je suis adepte. D'accord, très bien. Deuxième question, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir eu des pannes d'érection ? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, bienvenue au club des hommes. Oui, voilà, je pense que tous les hommes en ont. Tous les hommes en auront. C'est ça, je crois, votre formule, Eric Allaire. Des pannes d'érection, je pense que oui, de temps en temps. Moi, ça a été au moment de mon divorce. Voilà, quand il y a des problèmes de santé, je veux dire, de ce qu'on parlait tout à l'heure, de grippe, de choses comme ça. Oui. Bon. Et puis, avec l'âge, l'érection est peut-être... on a beaucoup moins d'érection qu'avant. Eh oui, tout diminue avec l'âge, même la taille. Il paraît qu'on perd 2-3 cm en vieillissant. Alors oui, pas de pénis, rassurez-vous. Les raideurs se déplacent. J'aime bien ça. Ah oui, c'est assez joli, c'est assez imagé. Je crois que ça parle à tous les hommes. Tout à fait. Dernière question, Hervé, vous préférez les gros ou les petits seins ? Je veux dire plutôt les gros seins. D'accord, c'est un peu une réponse fréquente, mais il y a quand même des hommes qui préfèrent les petits seins, rassurez-vous mesdames, si vous n'avez pas des gros seins. Vous pouvez poser... Oui, pardon, allez-y Hervé. Oui, après si je rencontre une femme qui a des petits seins, je vais pas... Voilà, c'est pas rédhibitoire. Vous êtes ouvert à tout, d'accord. Voilà. Question à Eric Allaire, Hervé, allez-y, il vous écoute. Alors, on parlait d'érection. Moi, j'aurais voulu poser une question un peu sur la prostate. Oui. Avec l'âge, là, j'avais fait des prises, une prise de sang il n'y a pas tellement longtemps, où les résultats étaient pas trop mauvais. Mon médecin en a refait une, et après, derrière, tout a l'air d'être normal. Oui. Donc, j'aurais voulu avoir un petit peu de renseignements là-dessus.
Alors, d'abord, je ne suis pas urologue, et je tiens à le dire, parce que il y a des médecins tout à fait savants dont c'est le métier, c'est pas le mien, mais bon, en tant que médecin et surtout de la dysfonction érectile, évidemment, cette question est importante aussi dans ma pratique pour orienter les patients vers mes collègues urologues. Vous savez, le chiffre des PSA qu'on mesure dans le sang, sur la prise de sang, a une normale, mais comme toujours, la normale, elle varie entre un très bas et un très haut. Donc ça fluctue. Bon, c'est comme ça, comme vous prenez votre pouls au repos, les battements de vos cœurs, des jours c'est plus rapide que d'autres. Quand vous mesurez les PSA, il y a ce phénomène aussi de variabilité. Après, d'où l'importance d'avoir une valeur au-delà de laquelle on dira « Ah là c'est pas normal ». Alors, cette valeur peut augmenter de manière transitoire aussi, c'est-à-dire qu'après ça peut revenir à la normale. Par exemple, il y a des affections qu'on appelle les prostatites, qui sont des inflammations de la prostate, dont les causes sont diverses, mais enfin principalement infectieuses, qui peuvent donner des augmentations des PSA. Il y a aussi le fait de se masturber ou d'avoir une relation sexuelle avant la prise de sang, ou en tout cas dans les heures qui précèdent. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui font qu'on peut avoir une valeur au-dessus de la normale qui après reviennent à la normale. Mais de toute façon, il faut s'en remettre à ces médecins pour savoir ce qu'il faut faire en face du chiffre. Donc a priori, si votre médecin vous dit que tout va bien, ne vous inquiétez pas. Absolument. Voilà, Hervé. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie, bon après-midi. Avec plaisir. Merci bien. On continue avec vous bien sûr et avec Philippe dans un instant qui nous rejoint au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Chez xcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Eric Allaire, je rappelle qu'on peut se procurer votre livre Guide de l'impatient aux éditions Bookelis. C'est donc sur Internet. C'est un livre qu'on peut charger ou même recevoir si on le désire. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Eric. Bonjour Philippe. Merci de prendre la parole. Donc vous avez été interpellé par notre introduction justement aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Donc l'introduction qui... Alors je m'entends en retour là, c'est très désagréable. Oui, mais on n'y peut rien. Moi, oui. Notre réalisatrice Lucie l'a entendu. Alors on va voir si elle peut faire quelque chose. Mais là, je suis désolée, Philippe. C'est pas grave. Allez-y. Nous, on vous entend très bien, en tout cas. Très bien. Ok. Alors, donc oui, j'étais interpellé par l'introduction. En fait, non, du coup, là, on vous entend plus très bien. Peut-être éteindre votre poste de radio, non, ou ordinateur. Non, mais je pense qu'on va essayer de régler. Vous m'entendez mieux, là? Ah oui, oui, parfait. Ça y est. Ok. Donc j'ai été interpellé effectivement par l'introduction qui disait que l'érection c'était un petit peu le baromètre de la santé de l'homme. Donc moi c'est vrai que depuis 2 ans j'ai quelques problèmes d'érection. C'est moins vigoureux qu'avant, voilà, tout simplement. Et en fait, dernièrement, j'ai fait une prise de sang. C'est vrai que j'ai du cholestérol, j'ai d'autres choses qui vont pas. Alors, c'est pas de chance, je suis pas chez moi, donc j'ai pas la prise de sang sous les yeux. Mais bon, voilà, j'ai du cholestérol et c'est pas très bon. Je n'ai pas d'érection ou très peu d'érection matinale. J'ai quelques érections nocturnes, mais qui sont à l'image des érections diurnes, c'est-à-dire moins vigoureuses qu'avant, et donc je me pose plein de questions. J'ai fait un test d'effort chez un cardiologue qui n'a rien décelé. Voilà, donc je suis un petit peu toujours à la recherche de pistes, et j'appelle donc pour avoir un petit coup de main. Alors, d'abord, la question que vous posez est une très très bonne question et sans panique. C'est-à-dire que justement, c'est l'occasion de se mettre à l'abri des problèmes, mais il n'y a pas de problème. Enfin,
évidemment celui des érections. Je ne dis pas que c'est négligeable du tout, mais enfin pour votre santé générale, il n'y a pas de drame. Donc ce qu'il faut à ce stade, vous avez déjà identifié ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire des processus par lesquels les artères risquent de s'encombrer de dépôts dans leurs parois et qui à terme risquent de les boucher. Je dis risque, parce que bon, tous les gens qui ont le cholestérol élevé ne vont pas avoir l'infarctus du myocarde, heureusement. Mais c'est un risque, et donc il faut, au stade que vous décrivez, le plus simple, c'est de consulter et d'avoir une échographie Doppler du pénis avec l'injection d'un médicament, ça fait pas mal du tout, vous avez une aiguille très très fine, pour voir comment fonctionnent les artères qui vont au pénis. Si ces artères fonctionnent bien, voilà, c'est très bien, il faut regarder, vous pouvez peut-être avoir un taux de testostérone bas. Alors attention, la testostérone basse, il y a eu récemment une communication de l'Association française d'urologie à ce sujet qui est tout à fait remarquable. Il y a 350 000 hommes en France qui ont un taux de testostérone insuffisant et seulement 20% sont traités. Et il faut bien insister que la valeur à rechercher, c'est pas la testostérone globale. Je suis désolé du terme technique, mais c'est la testostérone dite biodisponible, c'est-à-dire celle qui va effectivement se fixer sur les cellules. Donc c'est celle-ci qu'il faut regarder. Alors Eric Haller, là on entend bien que c'est déjà des examens particuliers, précis. Il faut aller consulter qui ? Alors, son médecin traitant dans un premier temps et lui suggérer que l'échographie Doppler... Il peut prescrire un examen Doppler. Il ou elle peut, tout à fait. Et ensuite, le taux de testostérone, j'imagine également. Alors ça, c'est une prise de sang et bien sûr, c'est une prescription du médecin. D'accord. Je regarderai sur la prise de sang que j'ai là actuellement si c'est la biodisponible. Ouais. Et si ce n'est pas le cas, vous demandez à votre médecin qui n'aura aucune réticence à vous le prescrire. Et donc, si vous avez un taux de testostérone bas, il y a moyen, il y a ce qu'il faut pour réagir. Bien sûr, il y a des traitements hormonaux supplétifs, ça veut dire qu'on remplace l'organe qui le produit normalement, c'est vrai pour la thyroïde, etc. Il y a des précautions à prendre, elles sont très différentes et beaucoup moins lourdes qu'avant. Avant, on disait que, par exemple, quand on avait un antécédent de cancer de la prostate, c'est fini, on pouvait plus avoir de traitement. Maintenant, les urologues pensent différemment, donc c'est pas barré. On disait que quand on avait un problème cardiaque, etc., il fallait pas. Alors, il faut attendre 6 mois après un infarctus, par exemple, ou un petit AVC, avant de reprendre la testostérone. Mais bref, ça c'est beaucoup allégé. Il faut être certain, ça par contre, il faut être certain qu'il n'y ait pas de cancer de la prostate en cours d'évolution, mais ça, on oui, parce que ça le ferait flamber, évidemment. Et puis, concernant l'examen Doppler, Philippe, c'est l'examen par excellence qui permet de comprendre pourquoi les érections sont moins triomphantes. Tout à fait. Voilà, c'est un examen dont on parle beaucoup dans cette émission, mais qui finalement est très très peu évoqué dans le grand public. C'est vrai. Et alors, sur le versant artériel, on a la chance d'avoir un peu plus de médecins qui font ça bien. Parce que sur le versant veineux, malheureusement, il y en a très très peu. Mais sur le versant artériel, c'est-à-dire pour détecter un problème des artères, il y a quand même pas mal de médecins qui font ça bien. Pour savoir s'ils le font bien, je suis désolé, mais je crois que ça c'est important. C'est peut-être une manière un peu curieuse de parler. On parle vrai sur Sud Radio. C'est ça, on parle vrai. On dit les choses. Il faut vous assurer que le médecin, d'abord, vous dise qu'il a l'habitude de cet examen. Deuxièmement, qu'il fasse bien l'injection d'un médicament dans le pénis. S'il ne le fait pas, il ne peut rien savoir. Donc ça, c'est une sorte de contrôle qualité. D'accord. Voilà. Et c'est une toute petite piqûre, ne vous inquiétez pas, messieurs. Merci Brigitte d'insister sur ce point. Ça ne doit pas faire peur. On ne sent pas du tout. Non, vraiment. Donc Philippe... un examen Doppler de la verge, c'est ça ? Du pénis. Absolument, du pénis, ou de la verge, comme vous voulez. Oui. Avec test pharmacologique. Voilà, vous avez tout le test pharmacologique. Ça veut dire cette fameuse... injection dont Brigitte là vient de parler. Et moi, je voudrais juste ajouter quelque chose parce qu'on me l'a dit. On m'a dit que attention avec les tests à l'effort cardiaque. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Il peut y avoir des incidents. Je suis désolée, mais moi j'essaye de donner les informations qui sont pas toujours évidentes. Alors il y a 2 points que vous soulevez qui sont un peu compliqués. Je crois qu'il faut. Il faut être simple dans la vie, il faut s'en remettre à son cardiologue. Mais
Alors, il y a ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire vous courez sur le vélo, tout va bien, puis en fait vous avez une maladie coronaire. L'exemple que les gens qui ont mon âge ou plus connaissent, c'est celui de Goscinny, qui a fait une épreuve d'effort. Il a descendu l'escalier de l'immeuble de son cardiologue, il a pris sa clé de voiture, il est mort d'un infarctus foudroyant. L'examen était normal. Bon, voilà. Donc il y a d'autres examens maintenant qui sont soit en complément, soit à la place de... Mais ça, à discuter avec son cardiologue. Exactement, on est un petit peu en retard, mais j'en profite quand même pour vous donner ma devinette du jour, parce que je l'ai trouvée exprès pour vous, Eric Haller. Quel est le point commun entre les testicules et les témoins de Jéhovah? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cam 4. Des shows très très chauds en webcam. Découvre de nouveaux plaisirs sans tabou pour mater sans être vu et réaliser tes fantasmes les plus chauds. Inscris-toi gratuitement sur cam4.fr. Cam 4. Tu cliques, tu mates, Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Sud Radio Aix-en-Provence. 95.1. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien aujourd'hui, c'est un scoop, c'est Eric Haller qui nous le dit, l'érection est le baromètre de la santé des hommes. Alors c'est vrai, on en parle souvent dans cette émission, mais aujourd'hui tout particulièrement, on a eu envie de vous rappeler à quel point c'est important, parce que votre pénis, c'est peut-être votre organe le plus sensible, le plus, je vais pas dire le plus fragile, mais en tout cas le plus fin dans sa manière d'être. Et donc, s'il va pas bien, c'est peut-être parce que justement vous avez un petit problème de santé, donc ce n'est pas à négliger. Amandine est avec nous, mais avant, je veux ma réponse à cette devinette que j'ai trouvée exprès pour vous, Eric Haller. Quel est le point commun entre les testicules et les témoins de Jéhovah? À chaque fois, vous êtes en panne. Je sèche. Vous êtes en panne, et oui, et ben voilà. C'est simple, ils sont toujours deux, vous êtes d'accord? Mais c'est vrai ça. Ils sont toujours deux, et on les laisse jamais entrer. Vous êtes d'accord? Elle est drôle, vous. Oui, très bien. Vous allez faire un malheur, je vous assure, quand vous direz ça à vos patients. Bonjour Amandine. Oui, bonjour. Bonjour. Ça me fait réellement rire ce que je veux dire. Oui, elle est mignonne, elle est mignonne. Et elle puis, est mignonne, ouais. Elle est assez imagée en plus. Bon, alors Amandine, vous êtes en couple depuis 10 ans? Exact. Bon, on vous entend pas très bien non plus, décidément. C'est ça le problème du direct, c'est que qu'est-ce qui se passe? On va essayer de régler ça. Moi, je suis contente parce que vous voyez, quand Amandine appelle, c'est ce que je disais dans l'intro. Les femmes sont très à l'écoute de la santé de leur homme. Donc, je crois qu'on a un petit problème avec Amandine. C'est pas grave, on va essayer de le régler. Oui, je pense que les femmes sont peut-être... Alors, est-ce que c'est dû au fait que nous, les femmes, on a des règles très tôt, donc on se rend compte de tout ça? Est-ce que c'est parce qu'on est peut-être plus à l'écoute de nos émotions, de notre corps? Bref, toujours est-il qu'on est plus à même de prendre soin de nous que les hommes. On a retrouvé Amandine. Oui, ça y est. Merci. Je pense que je vais plus bouger. Ne bougez plus, on vous écoute. Alors voilà, ça fait à peu près 10 ans que je suis en couple. Oui. Nous avions des relations tout à fait normales. Et voilà 3 ans que nous nous sommes rendus compte que ça n'allait plus du tout. En fait, mon conjoint n'arrivait plus à jouir normalement. Alors à jouir ou à bander? Les deux, ma pauvre. Oui, enfin c'est vous la et pauvre. En fait, du coup. dû à une maladie qui est, alors ça me fait un petit peu sourire. On nous a détecté une maladie de LR au niveau des artères. Et là, on a un gros souci. Oui. C'est-à-dire que pour qu'il puisse jouir, il prend du Viagra. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, en fait, je suis bloquée. D'accord. Vous, le fait qu'il prenne du Viagra, ça vous coupe votre désir? Voilà. C'est-à-dire que la sollicitation, si vous voulez, oui, je comprends. ne se fait pas normalement.
C'est-à-dire que c'est pas vous qui, dans votre tête... Il m'a dit, est-ce que je dois prendre un cachet ce soir? Est-ce que tu es d'accord? D'accord, oui. C'est-à-dire que ça enlève de la spontanéité à la sexualité et vous avez l'impression que c'est pas vous qui êtes objet de son désir, mais que c'est le médicament qui provoque son érection. Exact. Alors peut-être, Eric Haller, on peut dire à Amandine que le Viagra et tous ses cousins, ça ne marche pas si on n'a pas de désir. Absolument, et c'est très important pour vous de le réaliser. Et merci Brigitte, j'avais pas pensé à ça, mais c'est essentiel d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que, comme le dit Brigitte Lahaye, la prise du comprimé de Viagra ne se substitue pas au désir. S'il n'y a pas de désir, malgré le Viagra, il n'y a pas d'érection. Donc ça veut dire que s'il y a érection, mais il y a désir, et ça c'est vous qui le suscitez. Ensuite, il y a un médicament, un autre. Oui, c'est très très important. Il y a un autre médicament qui s'appelle, qui est de la même famille que le Viagra, qui s'appelle le Tadalafil ou le Cialis, qui a l'avantage d'être pris tous les jours, pour être actif tout le temps, si je puis dire, ce qui déconnecte la relation sexuelle de la prise d'un médicament. Comme ça, vous avez encore moins l'impression que il n'aura pas la question à vous poser en plus. En plus, il n'y aura pas la question à poser. Donc Cialis ou Tadalafil, Tadalafil. D'accord. Parce que vous voyez, Amandine, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le médicament que va prendre votre compagnon pour avoir des érections, c'est un médicament qu'on pourrait prendre pour avoir une meilleure thyroïde, par exemple. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'excitation. Si on prend ce genre de médicament et qu'on n'est pas excité, on n'a pas d'érection. La preuve, c'est que le Cialis, par exemple, il y a des hommes qui en prennent tous les jours et ils n'ont pas des érections tous les jours. Ils ont des érections au moment où ils vont désirer une femme. Vous comprenez ? D'accord, très bien. Donc c'est vraiment vraiment important que vous l'entendiez. Autant les injections intracaverneuses provoqueront une érection même sans désir. Mais ces médicaments-là ne sont que une aide pour que l'érection soit au maximum. Donc ça veut dire qu'il a quand même une capacité à avoir un petit peu d'érection, mais qu'il a besoin d'une aide. Oui, tout à fait. Vous comprenez ? Tout à fait. Ça, oui. D'accord. Donc c'est vraiment important de changer de molécule. Et puis à partir de ce moment-là, vous allez tous les deux retrouver votre sexualité d'antan. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu... comment dire, gênant. C'est programmé, c'est pas ce que vous aimez. Voilà. Vous aimez la spontanéité, vous aimez que tout d'un coup il ait une érection et que vous ayez la sensation que vous en êtes la responsable. Mais je comprends tout à fait et c'est important que ça soit comme ça pour vous, donc pour lui. Et notamment pour lui, puisque visiblement il se sent diminué. Alors, bien sûr, vous savez, mon métier, c'est maintenant de rendre les érections, de rétablir les érections naturelles. Donc, mon engagement dans cela est très très fort. Il y a, pour autant, et c'est pas du tout exclusif, le fait que ce qui compte, c'est le voyage. Vous voyez, l'érection, c'est aussi une sorte de véhicule, si je puis dire. C'est-à-dire que ce serait une promenade et votre compagnon vous dirait je vais mettre telle chaussure plutôt que telle autre parce que nous allons nous promener dans les bois. Vous n'auriez aucune réticence. Là, je ne veux pas dire que c'est tout à fait la même chose parce que mais quand même. Si, pour prendre son pied, il faut des chaussures. Et voilà. Et bravo. Vous voyez, je suis pas prêt de pouvoir résoudre vos énigmes parce que vous avez. J'ai un à propos, oui, ouais. Il paraît. Mais vous voyez, ce qui compte, c'est le voyage, c'est ce que vous allez vivre ensemble. Et la qualité de la chaussure, c'est une chose, mais à nouveau, c'est le paysage qui compte. Exact. Vous avez bien fait d'appeler Amandine, parce que là, vous voyez, en 3 minutes, grâce à Sud Radio, votre problème est résolu. Vous allez retrouver une sexualité harmonieuse et voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous les deux. Mais je vous en prie, on est là pour ça. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Et c'est pas par hasard, Eric Haller, que Sud Radio ne cesse de grimper à une érection de plus en plus triomphante. Vous savez qu'on a augmenté, mais de
de 40% notre audience en un an. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, toutes les radios sont en train de perdre leur érection et Sud Radio monte. Peut-être aussi grâce à tout ce qu'on peut dire, parce qu'on parle vrai, on ose parler de sexualité, on ose dire des choses, on ose aborder des émissions, des thèmes qu'on n'entend pas ailleurs. Et qui préoccupent les gens. Voilà, donc si vous avez des amis, dites-leur d'écouter Sud Radio, parce qu'il faut encore qu'on grimpe, parce que vous êtes d'accord, il y a quoi de mieux, hein? Quel baromètre, n'est-ce pas? Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévigny, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Rocher et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Éric Allaire est avec nous, professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire. Vous êtes auteur également de ce livre Guide de l'impatient aux éditions Bookelis, dans lequel vous évoquez toutes les questions que peut se poser un homme ou une femme qui aime les hommes, et avec évidemment toutes les réponses. Vous pouvez le charger sur Internet. Christophe, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour professeur. Bonjour Christophe. Je vous appelle suite à un échange que nous avions eu il y a quelques semaines sur cette même radio. J'ai eu une prostatectomie totale en 2022, en janvier exactement. Depuis cette période, malgré la prise de tadalafil et d'injection d'Edex, aucune érection en 2 ans. Ou alors une érection qui durait quelques petites minutes et très rapidement je la perdais. Donc un petit peu désespéré et pas de piste proposée par mon urologue. Le hasard m'a amené à témoigner sur cette radio et d'avoir la chance d'échanger avec vous. Vous m'aviez conseillé de faire un écho-doppler. Tout à fait. Sur la région de Bordeaux, première chose, très difficile de trouver un médecin ou un radiologue, a priori, en capacité de le faire. Donc j'ai eu la chance, par hasard, de pouvoir le faire faire, enfin je vais le faire faire la semaine prochaine, par un radiologue qui, a priori, a été formé par le docteur Virag. Formidable. Une bonne piste. Tout à fait. Et donc moi, ma question est la suivante. En fonction du résultat, et quels pourraient être les résultats, quelles pourraient être donc les options qui vont se présenter à moi? Question très, très importante et évidemment fréquente. On sait que tout ce que la chirurgie de la prostate peut compromettre les érections, en réalité, c'est dans plus de 50% des cas, donc c'est beaucoup. Ce qui est embêtant, c'est qu'en effet, si vous avez fait des injections intracaverneuses et qu'il n'y a pas eu d'érection, c'est pas bon signe. Ça, c'est une information importante, Brigitte, vous la soulignez avec raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas seulement, en tout cas, un problème neurologique. Quand on fait une chirurgie de la prostate, on peut couper les nerfs qui commandent, etc. Mais dans ce cas, les vaisseaux artères et veines qui gouvernent l'érection dans le pénis peuvent être stimulés, restent intacts et peuvent être stimulés par une injection de produits, ce qui n'est plus le cas chez vous. Bon, mais ça ne veut pas dire que tout soit fini du tout. D'abord, vous allez avoir le résultat de l'échographie Doppler. Soit il trouve des fuites veineuses, ce qui est, on s'en aperçoit de plus en plus, assez fréquent après chirurgie prostatique. À ce moment-là, eh bien, Je précise, excusez-moi Éric Allaire, mais pour tous ceux qui écoutent, c'est important, je précise que le sang rentre par les artères dans le pénis, et puis s'il y a des fuites veineuses, le sang ressort, et donc l'érection retombe. Absolument, Brigitte, merci de cette précision. Donc la pression monte pas, parce que c'est comme si vous vouliez faire monter le niveau d'eau dans une baignoire, le robinet marche bien, mais la bonde au fond est ouverte. Donc, on ne sait pas fermer le... C'est ça. Donc l'eau ne monte pas, donc le sang ne s'accumule pas, donc la rigidité ne survient pas. Donc dans ce cas, le médecin va vous prescrire un autre examen qui s'appelle un cavernoscanner, qui permet d'avoir une cartographie des fuites, c'est-à-dire ça fuite à tel ou tel endroit. Bon, et avec ça, eh bien, maintenant, il y a 7 ans, le taux de succès des traitements c'était 20%. Maintenant, on arrive à 70-80%
de succès de traitement. Alors, au prix de à la fois la chirurgie et l'embolisation. La chirurgie seule, l'embolisation seule, ça reste 30% de succès. Donc, il faut vraiment associer les deux. Maintenant, on peut le dire, c'est une maladie qu'on peut traiter. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si Christophe a des fuites veineuses, on peut l'opérer et réparer ces fuites veineuses. Complètement, à condition que ce soit pas juste avec un bistouri ou juste une embolisation, parce que ça marche pas très bien. C'est quoi une embolisation ? Embolisation, c'est on met un petit tuyau dans les veines et on bouche avec ce petit tuyau, on bouche des fuites. Le problème, c'est qu'on ne peut pas boucher toutes les fuites avec l'embolisation. C'est comme ça. D'où la nécessité de la chirurgie. De la chirurgie combinée. Excusez-moi, mais comme j'avais pas compris, je pense que plein de gens n'avaient pas compris non plus. Merci d'aider à ça. Et puis, s'il n'y a pas de solution, y a toujours une solution. L'implant. C'est un implant pénien. Alors, en France, c'est une sorte de repoussoir. Il s'en pose 800 pour 65 millions d'habitants, je crois. Donc, on divise par 2 pour le nombre d'hommes. En Allemagne, pour 10 millions de plus, il s'en pose 22 000 par an. D'accord. Donc, oui, un implant beaucoup de réticence. Aujourd'hui, c'est très très au point, sauf que les hommes et peut-être les femmes aussi d'ailleurs sont réticents. C'est beaucoup les hommes. Beaucoup les hommes. Les femmes, Joker, je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de réticence. Alors bien sûr, quand on peut rétablir des érections naturelles, c'est la voie. Hein. Bon, mais je parlais du voyage tout à l'heure et j'explique souvent ça aux patients et j'en parle aussi avec un copain urologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine Fex qui travaille à Montpellier et qui est l'un des plus en pointe sur les implants péniens. Nous sommes d'accord sur ce point. Moi, je pose pas d'implant, hein, donc je suis très très à l'aise parce que très distant de ça. Mais j'en parle toujours. Vous voyez, je reviens à cette métaphore du voyage parce que les patients me disent ah oui, moi je veux pas avoir une machine qui remplace mon désir. Mais non, c'est pas le sujet. Quand on active l'implant, c'est parce qu'on a envie, c'est parce qu'on veut un rapport sexuel, c'est parce qu'on aime, c'est parce que on veut ce rapport sexuel. Donc il y a une étape qui est mécanique, mais à la base, il y a le désir, il y a l'envie, il y a le bonheur. C'est ça qui compte. Et ce qui compte après, c'est la relation sexuelle que l'on a avec la pénétration, si on considère que c'est important. Et à ce moment-là, eh bien, l'implant pénien permet tout ça, la jouissance de chacun. D'accord. Mais ça provoque autant de plaisir ou pas Alors, c'est compliqué. Bah oui, votre question est complexe. Enfin, la réponse est complexe. Moi, je préférerais que des grands spécialistes des implants vous répondent. Je dirais, en tout cas, mieux que rien. Ça, c'est sûr. Et beaucoup mieux. Et surtout pour la femme, évidemment. Ça change. Enfin, et ça se voit pas tellement, hein. En plus, c'est très très au point, hein, là-dessus. Donc, Christophe, vous avez compris, il y a deux solutions. Tant mieux si c'est plutôt la première, hein, bien sûr, on est d'accord. La difficulté que vous allez avoir, c'est de trouver les personnes pour avancer. Oui. Mais parce qu'il faut qu'on avance, quoi. Il faut qu'on avance. Mais Brigitte, puisque vous êtes l'artisan de tout cela, vous avez eu récemment comme invité Ronald Virag et Hélène Sussman pour leur livre. Oui. Ensemble, nous avons un diplôme universitaire pour former les médecins à toutes ces techniques. Donc petit à petit, par exemple à Bordeaux, vous aurez bientôt quelqu'un. Toutes ces techniques se diffusent. Et alors c'est pas demain matin, mais c'est vrai que je pense que dans 5 ans, il y aura une disponibilité de tout ça beaucoup plus importante. Bon, en tout cas, Christophe, allez-y. Hein. Oui, je vous en prie, allez-y. Suite au premier contact que j'ai eu avec vous, j'ai lu le livre dont vous parlez, livre qui est très intéressant. Merci. Et je pense qu'il devrait être destiné à beaucoup de monde et pas uniquement des particuliers, peut-être aussi des médecins, urologues notamment. Je le conseillerais à mon urologue, ce livre. Moi, j'ai une question très bête. J'avais failli me rendre sur Paris pour consulter le docteur Virag ou vous-même, suite au cavernoscanner. Si toutefois il y a besoin d'un cavernoscanner et qu'il est judicieux après, par la suite, d'avoir une intervention. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux se rapprocher a priori de vous
pour faire ce genre d'intervention où beaucoup de chirurgiens vasculaires sont formés? Alors, Eric a du mal à évidemment Moi, répondre à cette question. Je crois que ce qui est important, Christophe, c'est qu'il faut de toute façon vous rapprocher de quelqu'un qui sait faire, c'est-à-dire soit Eric Haller ou quelqu'un qui a été formé par Ronald Virag, Eric Haller, ou enfin voilà. C'est pour l'instant, comme l'a dit très justement Eric Haller, c'est une chirurgie nouvelle et forcément, comme toute chirurgie nouvelle, il y a encore peu de personnes qui sont formées. Voilà. Mais ça, évidemment, moi, je peux vous conseiller, oui, allez voir Eric Haller, mais lui ne peut pas vous le dire. Voilà. Vous comprenez, Christophe? Vous savez que si j'avais pas témoigné, aujourd'hui, je serais encore à suivre ce que mon médecin urologue m'a prescrit, c'est d'être patient. Ouais. Et c'est pour ça que ça s'appelle... 61 ans. Non, mais vous avez raison. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui, en 2024, de se rendre compte encore qu'il faut participer à une émission de radio grand public pour être orienté vers une amorce de solution qui détruit le moral de certaines personnes affectées par des pathologies comme la mienne. Bien sûr. Je sais, Christophe, je fais mon job. Remercions Brigitte. C'est super et je vous en remercie. Remercions Brigitte tous de ce. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas une courtoisie de passage. Il faut rendre l'antenne. Merci Christophe, merci Eric. À tout de suite, on se retrouve pour le Love Conseil. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 300 300. Et du coup, moins se charger. La recharge est rapide. Voilà, la recharge est rapide. L'utilisation est assez longue. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas quelque chose qui peut nous embêter à s'arrêter d'un coup. Alors on peut l'utiliser manuellement. Oui. C'est mieux. Oui, voilà. Quand ça s'arrête au mauvais moment, c'est embêtant. Oui, c'est toujours embêtant quand le jouet se décharge trop vite. Oui. Donc il y a un petit bouton manuel, donc on peut l'activer manuellement en fait. On appuie sur le bouton, on peut s'amuser toute seule. Voilà, on a plusieurs intensités, il y a plusieurs façons de jouer avec, donc c'est bien. Et puis on a aussi une application à télécharger. Qui est très simple d'utilisation, qui a multiples variétés. Donc en fait, on peut mettre différents modes avec le téléphone sur ce petit objet et qui peut nous faire des sensations différentes de ce qu'on a manuellement. Donc il y a le mode tactile qui est très intéressant. En fait, vous êtes sur votre téléphone, vous avez un écran et c'est votre doigt que vous passez dessus qui va donner le mode tactile à l'appareil. D'accord. Donc, si vous faites des petits ronds avec votre doigt, ça va être des petites suctions en rond. Si vous faites des traits, ça va être des petits comme de l'aspiration de haut en bas. Donc ça, c'est assez rigolo parce que c'est personnalisé. Ah oui, c'est intéressant. Ce que je trouve pas mal aussi, puisque là, je suis en train de le tester avec mes doigts. On va pas aller plus loin dans le studio. C'est que les vibrations au départ sont assez douces. Ça démarre pas comme certains jouets où on a l'impression qu'on va s'arracher le clitoris. Non, là, ça nous l'arrache pas, c'est sûr. C'est vraiment un jouet qui est fait pour de la douceur. Il y a des fois, il y a des stimulateurs clitoridiens qui sont assez, effectivement, forts. Peut-être pour des femmes qui ont besoin de quelque chose de très fort, qui monte très vite. Ça, c'est vraiment un jouet pour prendre son temps. Tout doux, oui. Il est tout doux. Oui, c'est vraiment tout doux, mais en même temps, je veux dire, il fait son effet. Oui, mais je n'en doute point, Nathalie. Parce que il est dans quelque chose de doux. Des fois, ça peut être rapide. Après, ça peut être un peu saccadé. Donc, il y a des variations très très différentes. Il y a le mode distance qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez dans l'application, vous avez un numéro qui vous est attribué. Et ce numéro, vous le communiquez à un numéro portable, donc à votre partenaire qui en général n'est jamais très loin. Et donc à distance, s'il habite à l'autre bout de l'Atlantique, il peut vous faire... Non, pas tant que ça. Bon. Non, vaut mieux peut-être pas, mais qui doit pas être très loin de vous. Vous pouvez très bien être allongé sur le lit, lui il peut être sur un fauteuil, vous regardez, et puis en fait avec son téléphone, c'est lui qui va donner le mode d'intensité et le mode de vibration au jouet. D'accord. Et donc, voilà. Après, il y a différents sons. Il résonne par rapport à la musique. Alors, vous avez de la musique qui est déjà dans l'application.
Et donc l'appareil vibre au son de la musique. C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire avec le téléphone connecté. Il est assez varié. L'entretien est simple. Mais écoutez, il semble quand même assez intéressant parce qu'il n'est pas très cher. En plus, il est à 39,99 €, on va dire 40 €. En plus, il est léger, il a sa petite pochette, on peut le mettre dans un sac. Oui, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Quelle note vous lui donnez finalement alors ? Je lui donnerais quand même un bon petit 7,5. 7,5 sur 10. D'accord. Ah oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Nathalie, on vous le laisse évidemment. Au plaisir, Brigitte, merci beaucoup. Il existe également en mauve, donc il y a 3 couleurs. Ce stimulateur clitoris connecté Puzzle Little Neo de la marque Swacom, vous le trouvez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. On continue avec Joël qui nous rejoint. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte. Merci au docteur Allaire d'être présent sur votre émission. Bonjour Joël. Et qui nous permet d'avancer. Oui, absolument. On peut le féliciter aussi parce que c'est vrai que vous êtes précurseur sur cette question des fuites veineuses. Vous avez raison, Joël. On a besoin de lui. Et j'ai des problèmes érectiles depuis pas mal d'années. Depuis que je suis jeune, je trouve pas que j'ai une érection qu'on pourrait appeler de stable, de dur, enfin un sexe droit comme on pourrait les imaginer. J'ai une érection, mais sans aller voir tel qu'on pourrait les voir sur les sites pornographiques. Voilà. Et donc ça veut dire quoi, Joël? Ça veut dire que votre verge reste toujours un peu molle? Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc sans être vraiment dur comme on la souhaiterait. Oui. Donc ça n'empêche pas les pénétrations ou autres, mais on aimerait avoir des fois mieux que ce qu'on a. Donc là maintenant j'ai 54 ans, donc avec l'âge ça perd en intensité malgré tout. Et du coup on m'avait prescrit du tadalafil pour 2 mois. Après j'ai pas pu faire le traitement durant les 2 mois. Parce que j'avais, au niveau de mes jambes, j'avais une douleur qui apparaissait. Je ne savais pas si ça pouvait être lié ou pas. Et comme j'avais vu dans les symptômes sur la notice que ça pouvait arriver, donc on me l'avait fait arrêter. Et après, on m'avait prescrit du Spedra 200 mg à prendre avant chaque rapport. Mais c'est vrai que ça, c'est moins facile parce qu'on ne sait jamais... mais Eric Allaire va peut-être vous poser la question, mais Joël, est-ce qu'on vous a parlé d'éventuelles fuites veineuses? Parce que dans votre cas, c'est un petit peu ce à quoi on pense. J'ai déjà entendu le docteur Allaire en parler dans une de vos précédentes émissions. Je m'étais fait contrôler la prostate par un urologue en région parisienne, parce que je suis de la région parisienne. Oui. Et qui, lui, quand je lui en ai parlé, n'y croyait pas du tout. Donc j'ai bien vu qu'il n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que le docteur Eric Allaire. Donc j'en étais resté là. Et après, j'avais bien pensé aller voir le docteur. Joël, je précise encore une fois, je ne suis pas en train d'accuser cet urologue, mais on sait qu'il y a des urologues. Non, je sais pas ce que j'ai dit. Je dis juste qu'on sait qu'il y a des urologues qui sont pas du tout au courant de la possibilité de fuite veineuse. Je dis pas que c'est le cas de votre urologue, mais c'est important de le signaler puisque ici on parle vrai. Eric Allaire ne peut pas se permettre de le dire. Moi, je peux me permettre de le dire. Voilà, c'est dit. Très bien. Donc, vous avez fait un Doppler ou pas? Non, pas du tout. J'en étais... Enfin, c'est pas un pas que j'avais encore franchi. Je pense que là, je vais l'étudier un peu plus. Et donc, en région parisienne, est-ce que tous les Dopplers se valent? Enfin, les différents endroits dans lesquels on peut aller? Ou alors, il y en a... Vous savez, Joël, toutes les boulangeries ne se valent pas. Hein. Oui, mais après... Les conséquences ne sont pas les mêmes. Après, moi, j'ai bien failli aller voir le docteur Allaire, parce que moi, je suis en région parisienne. Mais après, financièrement, ça m'a bloqué. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'attendais. Et puis, quand j'ai vu qu'il repassait dans votre émission cette semaine, du coup, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. Bien sûr. Pour avancer un peu plus sur mon... Eric. Moi, j'ai une question. Effectivement, ce que vous avez partagé ici
évoque des fuites veineuses. Est-ce que la dureté des érections dépend de la position que vous avez? Le fait d'être assis, debout, couché, allongé ou pas du tout? Disons que mes érections, aujourd'hui, j'arrive à les perdre assez facilement. Oui, d'accord. Ça, c'est un autre signe. Donc ma femme, aujourd'hui, elle en va presque à penser que je veux plus, comment on dit ça, que c'est comme si je rejetais son vagin. Parce que le temps que je me déplace, qu'il y a des positions qu'on peut pas faire, si elle vient sur moi et que je peux pas bouger, et je vais perdre assez rapidement mon érection. Donc ça, il faut que je sois dans une position comme la levrette où je vais être un peu plus actif pour la maintenir. Donc ça évoque ces 2 points, hein, c'est-à-dire le fait que vous avez ça depuis très longtemps, depuis jeune, et le caractère positionnel, c'est comme ça que j'appelle ce fait, hein, pointe vraiment vers des fuites veineuses. Oui, tout à fait. Vous avez essayé plusieurs médicaments de l'érection éventuellement associés à des doses différentes, etc. C'était au Spedra, non. J'ai été passé du Tadalafil au Spedra, mais après, comme je disais, c'était un peu plus embêtant parce que je pourrais en prendre un, puis après ma femme elle va arriver, le temps qu'elle arrive au lit, elle va me dire ce soir elle va être trop fatiguée, puis du coup c'est l'inconvénient. Et puis c'est des coups à chaque fois les médicaments. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du coup à chaque fois, mais c'est vrai que c'est pour ça que le Tadalafil qui se prenait tous les jours c'était bien, mais comme j'ai eu le problème au niveau de ma jambe, mais qui est toujours pas résolu aujourd'hui, 2-3 ans après, j'ai fait d'autres échographies pour voir si ça pouvait venir de quelque chose, mais après ça n'a pas marché à ça non plus, hein. Je sais pas quoi faire du coup. Alors le problème de la jambe, ça peut être dû au Tadalafil. Faut se méfier. Classiquement, ce sont beaucoup les douleurs du dos que l'on décrit. Les douleurs de la jambe, c'est moins. Ça peut arriver. Hein, j'ai eu quelques cas. Bon, éventuellement, il faut diminuer par 2 la dose, c'est-à-dire prendre un demi-comprimé par jour au lieu d'un, et essayer. En tout cas, là, en l'occurrence, je pense que oui, allez faire un Doppler et vous serez un peu plus fixé sur ce qui fait que votre érection ne se maintient pas. Déjà, c'est important, hein, même si vous ne faites pas opérer, c'est important pour vous, probablement pour votre compagne, votre femme, de savoir que c'est dû à ce problème, quoi. D'accord. Parce que visiblement, ça fait longtemps que vous avez ce souci. Il n'y a pas de raison. Oui, ça fait longtemps. Et après, au niveau des érections matinales, effectivement, ça faisait bien longtemps aussi que j'en avais plus. Donc, le fait de reprendre le Tadalafil, ça revenait tous les matins où il y avait quelque chose qui venait. Donc, c'était encourageant quelque part. Et alors, je dis une bêtise, mais au moins ça coûte pas cher. Un anneau pénien, ça pourrait aider un tout petit peu à maintenir l'érection ou pas? Je ne peux pas dire, moi. Non, je pose la question à Eric. Je suis pas un fan, si je puis dire, de l'anneau pénien parce que il y a 2 raisons. La première, c'est que on dit que c'est en toute innocuité, etc. C'est pas tout à fait exact. Il ne faut pas le garder trop longtemps, en tout cas. Il ne faut pas s'endormir avec, parce que c'est une catastrophe. Ça fait un garrot, ça fait garrot, hein, faut bien. Enfin bon, c'est vraiment une catastrophe. Mais même, moi j'ai quelques patients, c'est pas très nombreux, mais bon, qui décrivent quand même des utilisations, soit d'extenseurs, soit d'anneaux péniens, soit de pompes, suivies de perte de l'érection. Alors je crois que c'est vraiment quelque chose à utiliser accompagné par un urologue par exemple, et puis avec prudence. Mais peut-être que ça peut être un test pour Joël, si vous mettez un anneau pénien, je veux dire 10 minutes, et que votre érection se maintient un peu mieux, ça peut être un indice, et ça vous coûtera rien. Vous voyez Joël, parce que ça va faire comme un garrot, et donc ça empêche le sang de ressortir. Mais je vous dis, encore une fois, je suis pas... moi, c'est juste du bon sens. Là, oui, bien sûr, Brigitte. Bon. De toute façon, je vais avancer avec l'échographie Doppler. Si hors antenne, ils pouvaient me laisser en région parisienne... Vous regardez, tout est sur Internet. Donc tout est sur Internet, il n'y en a pas. Comme on me disait, toutes les boulangeries ne valaient pas. On va hors antenne, on va vous donner l'information, Joël, pas de souci. Allez, on fait une petite pause et on va conclure avec Yann dans un instant.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Yvette, Oui, monsieur vous avez le Bourdin. moral quand même. Vous avez le moral Oui, quand même. j'écoute Sud Radio. J'ai le moral, hein, parce que vous percez les choses. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis que c'est le mois Carrefour et que pour fêter ça, il y a 80% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, sur le méga pack de couches ou couches culottes Pampers. Et en plus, en activant l'offre exclusive sur votre application Carrefour avant votre passage en caisse, profitez de 10% d'économies supplémentaires. Ah mais c'est génial, c'est une double promo. Et c'est jusqu'au 5 février dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Différentes tailles et gammes, offre limitée à 2 packs par foyer, détails sur carrefour.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et Eric Allaire qui nous rappelle que l'érection est le baromètre de la santé des hommes et vous donnez évidemment toutes les réponses dans ce livre Guide de l'impatient qu'on trouve aux éditions Booklist, c'est-à-dire sur Internet. Bonjour Yann, c'est avec vous que nous allons conclure. Bonjour Brigitte, bonjour Dr Allaire. Bonjour Yann. Je vais juste me présenter rapidement, j'ai 65 ans aujourd'hui. Oui. Bon anniversaire. J'ai eu une prostatectomie radicale à 52 ans, c'était assez jeune. En effet, oui. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a eu une période de latence totale pendant 6 mois environ. Et puis petit à petit, grâce à l'EDEX et puis ensuite un petit peu de Tadafil, j'ai retrouvé une sexualité quasiment normale. Bravo. Alors, une sexualité normale avec la différence qu'elle elle sera plus jamais comme avant, hein, on est bien d'accord. Et là, depuis quelques années, je sens une baisse d'érection. Et alors, bon, il y a l'effet psychologique, évidemment, mais j'ai l'impression d'avoir moins d'érection matinale et surtout peut-être une érection qui est moins dure. Mais ce n'est pas régulier, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça peut aller relativement bien et puis des périodes moins bien. Mmh. Alors j'ai fait quelques examens classiques concernant le diabète, etc. Il n'y a pas de souci. Et par contre, j'ai juste un début d'hypertension. Et je voulais savoir si pour vous c'est l'âge qui fait ça et puis c'est cuit, ou bien si il y a quand même quelque chose qui se dérègle et qui fonctionne moins bien, parce que j'ai toujours énormément de désir pour ma compagne. Et j'arrive pas à avoir d'érection par moment. Bah, écoutez, d'abord, Yann, bravo pour votre parcours, parce que on cite toujours les questions organiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été modifié par l'opération après une prostatectomie qui fait que ça marche moins bien, etc. Mais il y a une chose souvent on ne met pas aussi en avant qu'il le faudrait, c'est tout simplement l'impact psychologique de savoir qu'on a un cancer de la prostate, même si le pronostic est excellent, hein, qu'on doit se faire opérer, qu'on risque telle et telle chose après l'opération. Donc tout ça, ça met un coup quand même, hein, si vous me permettez cette trivialité. C'est évident. Et même, alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puisque j'ai même produit une pièce de théâtre avec Tahar Benzemoul, qui s'appelle L'Ablation. Je m'occupe du... vous pourriez me procurer les coordonnées de tout ça? Ça m'intéresse beaucoup. Oui, bien sûr. Et puis, je m'occupe aussi du rassemblement moto du DGR, qui tous les ans est un rassemblement qui, au niveau mondial, collecte des fonds pour les problèmes de la prostate. Et c'est là où c'est intéressant, ils collectent des fonds aussi, parce que il y a à peu près 50% des suicides masculins qui sont plus ou moins directement liés à ça lorsque les gens ont été touchés par un problème de prostate. Merci d'appuyer sur ça. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai commencé les consultations de dysfonction érectile. Je disais tout à l'heure à Brigitte Lahaie que 25%, parce que je le demande, je pose la question, 25% des patients que j'opère ont eu des idées de suicide à cause de leur problème d'érection. Donc, vous avez tout à fait raison d'appuyer là-dessus. Ça serait très très bien d'échanger sur ce point, parce que trop peu de personnes ont cette alerte, hein, et c'est essentiel. Je suis persuadé qu'une partie de du fait que les jeunes hommes se suicident pratiquement 3 fois plus que les jeunes femmes de même âge,
eh bien, il est très possible que les problèmes d'érection fassent la différence, ou en tout cas une partie de cette différence. Oui, bravo, oui, alors, tout à fait. Formidable, bravo. Et je voudrais dire là-dessus qu'il y a quand même des choses intéressantes, c'est que quand vous avez un cancer de la prostate, vous passez dans une pathologie qui s'appelle une ALD. Oui. Et à ce moment-là, c'est très amusant, vous avez la visite d'un psychologue qui passe comme ça en coup de vent et qui vous dit si vous avez besoin de moi, je suis là. Oui. En fait, c'est une démarche complètement absurde. Il faudrait au contraire prendre rendez-vous d'office. Oui. J'ai pour ma part eu la chance d'être opéré par un ami et qui en plus m'avait un petit peu sensibilisé à ça. Et j'ai profité de leur psychologue pendant 1 an et demi. Formidable. Formidable. Oui, et puis on sent que vous êtes quelqu'un qui se laisse pas abattre par les événements de la vie. Hein. Vous avez certainement aussi cette force intérieure, et c'est ce qui vous a donné aussi envie d'aider les autres. En revanche, 65 ans, oui, c'est des âges où on peut commencer à avoir des soucis d'érection. C'est clair. Hein. Faut pas se mentir. Après, il s'est passé 13 ans, Brigitte, entre la prostatectomie et maintenant. Donc l'organisme, il suit son évolution à part la prostate. Hein. Donc bien sûr, il faut absolument faut avoir un dosage des hormones sur une prise de sang, pas seulement la testostérone, voir les facteurs de cardiovasculaire. Pardonnez-moi de le répéter, mais peut-être une échographie Doppler. Enfin tout ça est important. Je crois que c'est important, oui, que vous alliez consulter pour voir qu'est-ce qu'il en est sur le plan érectile précisément avec donc des personnes formées à ça. Hein. Je crois que c'est vraiment important. Comme le soulèvent beaucoup de vos auditeurs, c'est d'ailleurs un petit problème, c'est que autant l'urologie est un domaine bien géré, il y a du monde. Bien sûr. Et de qualité en plus. Autant tout ce qui est sexuel, c'est dramatique. On y travaille, Yann. Ouais, j'ai eu la chance dans mon petit parcours d'avoir une chose assez amusante, c'est que lorsque je n'avais plus du tout d'érection, j'ai eu une amie qui est infirmière et qui me faisait les massages du plancher pelvien. Et qui est stimulé donc un petit peu. Merci beaucoup Yann, merci Eric Haller. Je crois qu'on a fait une émission de santé publique grâce à vous. Merci beaucoup. Tout de suite vous retrouvez Alexandre Dolovan et nous serons avec Philippe Arlin demain. On parlera de la sodomie, du plaisir prostatique pour ne pas oublier les hommes, et puis on verra aussi pourquoi c'est encore une pratique un peu taboue, même si elle est de plus en plus pratiquée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.